Yo et bienvenue dans ce deuxième épisode des Happy Meal Theories. Se regrouper de théories en une vidéo. On commence tout de suite avec le menu du jour. Ce deuxième épisode centré sur comment vaincre le mal des limbes commencera par un apéro. Et ouais, on va parler de l'expérience de Saul qu'il a fait dans le tome 7. Son hypothèse était que si peut-être on tuait les zombies, et bien quand ils revenaient à la vie, ils redevenaient normaux. On n'a jamais réentendu parler de cette expérience dans les tomes d'après, mais on a quand même eu discrètement les résultats. Alors faut-il juste tuer les zombies pour les faire repasser du bon côté? On va voir ça. Ensuite on va parler de comment vaincre un élu, à travers certains paradoxes qu'on nous a présentés dans le tome 12. Après cette entrée, on va passer au plat de résistance qui est le rôle de la deuxième famille. Et ouais, rien que ça. On continuera son autre lancée par le dessert qui est les pouvoirs d'Ivan. Et oui, c'est du lourd aujourd'hui. Les pouvoirs d'Ivan, c'est un sujet assez ambigu et c'est pour ça que ça va être super intéressant d'en parler. Et le clos du spectacle digestif, Jonathan serait-il encore un anti-mage? Et donc là voilà notre star du jour qui sera Jonathan. Un très joli menu aujourd'hui, hein. En tout cas, je n'ai qu'une seule chose à dire. On commence tout de suite par l'apéro sur l'expérience de Saul. Revenons au tome 7. Nos héros sont attaqués par des ex-amis à eux qui sont devenus des zombies et donc qui sont passés dans la 9e famille. Leurs amis sont passés du côté du mal. Mais comment inverser la donne? C'est là que Saul a eu une idée des plus logiques. Son idée était de les tuer pour que quand ils reviennent à la vie, ils soient redevenus normaux. Pour comprendre sa logique, on va prendre rapidement l'exemple de la mort d'Ivan du tome 9. Quand Ivan renaît dans le tome 10, on voit qu'il a la même coiffure qu'il avait quand il est arrivé dans les limbes. Par conclusion, quand tu meurs et que après tu réapparais, tu devrais réapparaître donc comme t'es apparu la première fois que t'es arrivé dans les limbes. Et donc pour l'exemple du tome 7, en les tuant, Saul pense les faire apparaître comme ils étaient avant, donc des enfants normaux. Il a donc tué 3 de ses ex-compagnons, Lena, Samuel et Jérôme. Et son hypothèse a-t-elle été par la suite prouvée? On va voir ça maintenant. Sont-ils redevenus normaux? Il s'agit donc de retrouver Jérôme, Lena ou Samuel dans les tomes d'après. Je cherche. Trouvé! Tome 11, page 17. Regardons ça de plus près. Ne reconnaissez-vous pas Jérôme avec sa carte accrochée à son chapeau? Mine de rien, c'est bien lui. On reconnaîtrait même Lena, mais ça reste à confirmer. Toujours est-il qu'avec Jérôme, on a la preuve qu'en le tuant, il ne revient pas comme l'enfant qu'il était à l'origine. Ou peut-être que si, sauf qu'il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte. Lequel? Pourquoi? Comment? Je vais y venir dans l'entrée, puis dans le pas de résistance. On va donc commencer par l'entrée qui va éclaircir tout ça. Dans le tome 10, Saul se suicide. Parce que qu'est-ce que c'est marrant de mourir et de revenir, hein. Vous trouvez pas? Bah écoutez, chacun ses bails, hein. Il meurt donc, mais il revient, forcément, et on apprend dans le tome 12 qu'il a perdu ses pouvoirs. En vrai, je dis forcément, mais imaginez, il aurait trouvé sa mort dernière. Quel con ce Saul. Et donc en renaissant, il a perdu ses pouvoirs, alors que comme il le disait dans le tome 12, il pensait que ses pouvoirs allaient se renforcer, comme Camille dans le tome 9. Saul est revenu à son état original de quand il est arrivé pour la première fois dans les limbes, donc sans avoir développé ses pouvoirs. Il y a donc deux paradoxes à expliquer. Le premier avec Camille. Quand Camille est morte dans le tome 9, ses pouvoirs se sont renforcés, alors que pour Saul, c'était l'inverse. Donc ça c'est le premier paradoxe, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon on va virer sur un autre sujet qui est celui de Camille, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo qui arrivera d'ici 3 semaines. Mais il y a un deuxième paradoxe où je vais bien plus m'attarder. Quand Jérôme est mort dans le tome 7, comme on l'a vu à l'apéro, il n'est pas revenu à son état original, contrairement à Saul. Voilà donc deux paradoxes à expliquer, on commence donc par le premier. Ce qui change la donne, c'est que Saul là dans le tome 10, c'était pas sa première mort, c'était sa deuxième. Je parle pas de la mort avec un grand M, je parle de celle dans le monde des limbes. Et les signes des pouvoirs de Saul ont été vus que après sa première mort, celle du tome 3, étant donné que les premiers signes qu'on a vus étaient au tome 6. Ainsi, la première mort d'un élu agirait comme un déclic. Première mort dans les limbes, je parle. Celle de Saul s'étant passée au tome 3 en hors-champ et celle de Camille au tome 9. C'est une idée, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Sinon, pour ce qui est des coccinelles là dans le tome 9 avec la mort de Camille, c'est parce que son lieu de mort n'est pas à Néozalem mais à Fortville, il fallait donc une déportation. Saul étant mort dans le tome 3, encore une fois dans le bassin des requins, il n'y a donc pas de déportation. Pareil, cette histoire de déportation, c'est pas clair quand tu vois que par exemple Ivan quand il est mort dans le tome 9, il est pas apparu à Fortville mais à Kerdol. Il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est pour ça que je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Donc voilà, je voulais juste un petit peu tâter le sujet qui reste encore extrêmement mystérieux. C'est le genre de sujet dont on parlera peut-être dans quelques années quand on aura plus d'infos. On va passer maintenant au deuxième paradoxe qui lui est en train de sortir du brouillard. Pourquoi Jérôme en mourant n'est pas réapparu comme un enfant normal? Car comme on l'a vu pour l'exemple de Saul, quand il est mort, et bien après il est réapparu comme il est arrivé pour la première fois dans les limbes, donc sans ses pouvoirs. Donc dans cette entrée, il va être question de différencier certains états et certaines capacités vis-à-vis de la mort. Il y a tout d'abord ce qui s'acquiert,
comme les pouvoirs ou des coiffures, ça il semblerait que la mort les efface. Et puis il y a tout ce qui est lié à son état. Et là où c'est ambigu, c'est que son état est déterminé par deux choses. Premier type d'état, c'est que tu es quelque chose sans le savoir. C'est le cas notamment des élus, mais aussi de la presciente, qui est Layla. Il se pourrait peut-être que ces dons qui déterminent qui tu es soient donnés par des divinités des plus hautes et des plus basses familles. Et puis il y a ce que tu deviens, un virement. Comme Jérôme qui est passé du côté de la 9e famille. En fait, pour les deux cas, à chaque fois que tu meurs, eh ben tout s'efface, tu repars de zéro. Que ce soit un élu ou un gars de la 9e famille, c'est toujours pareil, tu repars de zéro. Oui, mais Jérôme, on a vu que quand il est revenu, c'est la même chose. Sauf qu'entre temps, il a eu un virement existentiel qui est, comme je l'ai dit, la deuxième chose qui peut déterminer qui tu es. Il y a donc les dons existentiels et les virements existentiels. Pas après pas, on va en venir à comment vaincre le mal des limbes, mais en attendant, il faut qu'on voit les virements existentiels à travers la 14e et la 2e famille. Ces virements qui, comme les dons, traversent la mort, d'où leur adjectif existentiel. On passe au plat de résistance. Dans le tome 12, Jonathan révèle ce qu'est ce virement existentiel. Il dit avoir été emmené au monolithe et transformé en anti-mage par la 14e famille. La 14e famille serait donc l'acteur de ce virement existentiel qui transformerait le bien en mal. Mais du coup, si la 14e transforme le bien en mal, alors la 2e, qui est le reflet vertueux, il devrait transformer le mal en bien. On en vient donc à comment vaincre le mal des limbes. Ainsi, la 2e famille serait la solution. Il existe aussi une deuxième solution qui est de causer la mort dernière, mais cette solution est beaucoup trop difficile et hasardeuse. On ne sait même pas pourquoi certains ont subi la mort dernière et pas d'autres. Et on ne sait même pas où ils vont quand ils connaissent leur mort dernière. Par conséquent, on ne peut pas miser sur cette option qui est bien trop compliquée et hasardeuse et qui devient donc un plan B. La solution pour anéantir le mal est donc la 2e famille. Pour vaincre Camille, il faudrait donc l'emmener à cette 2e famille. Et d'ailleurs, cette 2e famille, est-ce qu'elle doit être invoquée par les pouvoirs de l'Imperator comme les protecteurs? Tout reste à imaginer. Ainsi, la 4e famille sert à protéger, la 2e à vaincre, et la première, tout comme la 4e et la 2e, ça doit être une divinité, c'est peut-être elle qui détermine qui est des premières familles, et donc que la 15e déterminerait elle qui est des dernières. Peut-être aussi elle détermine si quelqu'un doit subir sa mort dernière. Mais est-ce vraiment subir sa mort dernière? Maintenant qu'on a enfin parlé de la 2e famille, on va pouvoir entamer la 2e grosse partie de cette vidéo, à commencer par le dessert. La première grosse partie étant centrée sur la 14e et la 2e famille, la 2e grosse partie, elle sera centrée sur Jonathan et Ivan. On commence par le dessert, les pouvoirs d'Ivan. Avant de commencer, je voulais dire que l'idée qui va suivre vient d'un certain Kinjo, idée que j'ai creusée pour vous proposer cette théorie. Donc merci à toi Kinjo, on y va. Tome 11. Le ravaudeur avec ses couleurs de nuit débarque à Kerdol pour ramener Ivan à Fortville, membre par membre, bout par bout. Mais Ivan va échapper à son sort en piquant le bus qui leur servait de QG et en arrêtant le ravaudeur qui était Jonathan. Jonathan étant passé du côté des dernières familles, Ivan a réussi à le refaire basculer du côté des premières. Mais comment Ivan a-t-il fait? Surtout après tout ce qu'on vient de dire sur le sujet, ça nous laisse pas mal de questions. Dans le tome 11, on voit que Jonathan n'est plus lui-même car les insectes le contrôlent. Ivan l'a donc fait sortir de l'emprise des insectes. Mais là où c'est bizarre, c'est que qu'est-ce que c'était facile? Un petit coup de pied et le ravaudeur est déjà déstabilisé et juste Ivan le pousse dans l'eau et c'est fini. C'est beaucoup trop facile, surtout que le ravaudeur est un anti-mage de la 11e famille, et le reflet vertueux de la 11e c'est la 5e, les magistères, et les magistères sont considérés comme d'excellents combattants. Alors comment Ivan a-t-il pu vaincre le ravaudeur si facilement? Venons-en au pouvoir d'Ivan. La version admise par les fans serait que Ivan aurait des pouvoirs. Il pourrait en quelque sorte dézombifier ou disons guérir ou faire fuir le mal. Car dès qu'il touchait le ravaudeur, les insectes se sentaient vulnérables. Et donc si c'était si étrangement facile, c'était parce que Ivan avait des pouvoirs. Mais pour être franc, je n'y crois pas. Et donc pourquoi c'était si facile? Je vais y venir, mais d'abord je vais expliquer pourquoi je n'y crois pas. Revenons au tome 7. À maintes reprises, Ivan va entrer en contact avec des enfants de la 9e famille sans qu'il y ait de réaction. Ivan ne fait aucunement fuir le mal. Il n'est donc pas question de pouvoir. Mais alors comment expliquer que c'était si facile dans le tome 11? Mais si en fait c'était pas si facile que ça. On passe au digestif. Donc ainsi ce seraient les insectes qui contrôlent Jonathan. C'est marrant parce que dans le tome 12, on nous dit exactement l'inverse. Regardons ça de plus près. Le fait qu'il a un anti-mage ne vient aucunement des insectes. Il vient de la 14e famille qui a orchestré son virement existentiel. À aucun moment il est dit que c'est les insectes qui font de lui un anti-mage. C'est la 14e famille qui a transformé Jonathan en anti-mage. Par conséquent, avec ou sans insectes, il est toujours anti-mage. Ainsi, le tome 12 nous révèle finement que les insectes dans le tome 11, c'était là pour nous tromper. Une ruse, nous faire
focaliser sur un élément pour en faire oublier un autre. D'ailleurs, c'est quoi sa famille? Anti-mage, mage, magie, vous voyez le délire? Et la magie, c'est de la tromperie. Ok, qu'est-ce que t'es en train de nous dire? T'es en train de nous dire que Jonathan serait en secret encore du côté des dernières familles? Ça paraît fou, mais je pense que c'est vrai. On va aller creuser ça. Dans l'imagerie du site de Seul, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'œil. Dans la case des adversaires, ils ont pas mis le ravaudeur, ils ont mis Jonathan. Alors qu'au cours du tome 11, le ravaudeur insiste sur le fait qu'il n'est pas Jonathan. Yvan dit « N'approche pas Jonathan » et Jonathan répondit « Je ne suis pas Jonathan, je suis le ravaudeur ». Cela insiste sur la distinction entre Jonathan et le ravaudeur. Mais alors du coup, quand on nous dit dans l'imagerie que l'adversaire, l'anti-mage, est Jonathan, alors que pourtant ils ont insisté sur la distinction entre les termes ravaudeur et Jonathan, vous voyez ce que ça veut en dire? Ceci dit, il y a quelque chose qui est encore là pour nous tromper, les cheveux de Jonathan. Certains disent que c'est les pouvoirs d'Yvan qui l'ont fait retrouver ses cheveux, et que du coup, vu qu'il n'a plus ses cheveux blancs, ça veut dire qu'il est revenu à lui-même et qu'il n'est plus anti-mage. Mais je pense, vous l'avez deviné, je n'y crois pas. Pour commencer, déjà les pouvoirs d'Yvan, je n'y crois pas. Car si c'est ses pouvoirs qu'on guérit ses cheveux, pourquoi il a pas fait de même pour son bras? Y a rien qui tient. D'ailleurs, en parlant de son bras, je me dis que peut-être il aurait une utilité pour Camille, comme celui d'Alderic a une utilité pour les premières familles. Donc pour revenir au pouvoir d'Yvan, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça ne tient pas. Et donc pourquoi il avait les cheveux blancs avant? Eh ben peut-être parce qu'il avait des insectes sur la tête, non? Ses cheveux se sont décolorés parce qu'il ne voyait plus le soleil. Et surtout ça devait aider le dessinateur car faire des insectes noirs sur des cheveux noirs, c'est pas évident. Mais toujours est-il que ses cheveux sont encore une fois une ruse pour nous tromper. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que Camille est la preuve que tout cela est possible. Mais du coup, dans le tome 12, quand Jonathan dit à Alex et Yvan sa mésaventure avec le monolithe, et leur dit après donc de ne pas le dire aux autres à Moulin-Vallon, c'est pour pas que les autres après aient des doutes sur lui. Pour pas qu'on se méfie de lui. Et donc Jonathan sera en fait une taupe des dernières familles. Mais quand va-t-il passer à l'acte? Quand va-t-il révéler son vrai visage? Je pense qu'on aura quelques indices dans le tome 14 et qu'il passera à l'acte genre peut-être tout à la fin du tome 14 ou au début du tome 15. Et donc Jonathan serait encore des dernières familles en secret? Dites-moi ce que vous en pensez. Il est temps de résumer tout ça. Que ce soit Jonathan, Jérôme, Lena ou Samuel ou d'autres, ils ont connu un virement existentiel qui traverse la mort à en voir l'expérience de Saul sur Jérôme. Ce virement est orchestré par la 14e famille au monolithe. Donc à moins qu'ils trouvent leur mort dernière, ça sert à rien de les tuer. La vraie solution est la 2e famille qui transforme le mal en bien. Ensuite, et si Jonathan était encore anti-mage? Car le fait qu'il est anti-mage ne vient pas des insectes qu'il contrôle, il vient du fait qu'il a été transformé en anti-mage comme ça a été dit dans le tome 12 par la 4e famille. Jonathan est donc une taupe des dernières familles prête à passer à l'acte. Les réjouissances ne seront que de courte durée à Moulin-Vallon. C'est donc ainsi que se termine le 2e épisode des Happy Meal Theories. J'espère qu'il t'a plu. Avant de vous quitter, j'ai plusieurs choses à vous dire. Pour commencer, ça va pas révolutionner la chaîne, mais j'ai arrêté de mettre dans les titres les noms de séries de vidéos, comme là Happy Meal Theories #2. Je trouve ça alourdit les titres pour pas grand chose. Donc par exemple, la prochaine vidéo qui sera le 3e épisode de Back to Seul #3 donc, eh ben il y aura pas le BTS #3 dans le titre. Vidéo qui sortira finalement bien mercredi prochain. D'ailleurs, dimanche prochain sortira ma prochaine vidéo théorie, qui sera sur la fin du tome 13 et la guerre des limbes. Grosse vidéo où on parlera de Trou Noir et Big Crush et compagnie. Ensuite, je voulais dire pour ces vidéos théories que ce n'est bien sûr que mon analyse personnelle et que ça n'engage rien de la vérité. Et c'est là où j'attends d'ailleurs la vôtre dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin pour partager vos théories avec une communauté de fans de Seul, sachez qu'il existe le Discord fans de Seul. Et j'y suis moi-même dedans et je peux vous dire que c'est un super serveur pour partager les théories. C'est ouvert à tous, lien dans la description. Et donc voilà, on va devoir se quitter pour aujourd'hui. Sinon, à tous ceux qui n'ont pas vu ma bande-annonce de Seul tome 12, je vous la conseille parce que ça déchire. Contrairement à la bande-annonce officielle qui elle est du travail bâclé, vraiment ils abusent, ils sont pas fait chier. En tout cas, je vous dis à mercredi, portez-vous bien, salut!